Je regardais l'écran de mon téléphone, incrédule, tandis que le texto de ma mère brillait devant moi. Tu es morte pour nous. Ne reviens jamais ramper ici. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique, après tout ce que j'avais sacrifié. Après avoir payé discrètement leur hypothèque pendant 3 ans, financé les factures médicales de mon père et maintenu leur entreprise familiale à flot, c'est ainsi qu'ils répondaient à mon premier nom. Mes mains tremblaient en faisant une capture d'écran du message. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Je m'appelle Maxine, et il y a 5 ans, j'étais noyé sous les dettes étudiantes avec un diplôme en informatique de l'Université d'État de l'Oregon. Je me souviens d'être assise dans mon minuscule studio, mangeant des nouilles instantanées pour la 4e nuit consécutive, me demandant si j'avais fait le bon choix en poursuivant la programmation au lieu de quelque chose de plus stable. Mes parents possédaient une petite quincaillerie à Bend, dans l'Oregon, et l'argent avait toujours été un problème dans notre foyer. Mais tout a changé quand j'ai décroché un poste de développeuse junior dans une start-up technologique à Portland. Je travaillais 80 heures par semaine, j'apprenais tout ce que je pouvais sur l'architecture des systèmes, et je mettais toute mon âme dans chaque projet. Lorsqu'une entreprise du Fortune 500 a racheté notre start-up 18 mois plus tard, je me suis soudain retrouvé avec des options d'achat d'actions valant plus que ce que ma famille n'avait jamais rêvé. À 28 ans, je gagnais 400 000 $ par an en tant qu'architecte de système senior, travaillant à distance depuis mon appartement de Seattle avec vue sur Elliott Bay. La transition de jeune diplômé fauché à professionnel de la tech accomplie semblait surréaliste, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Ma famille se composait de mes parents, Frank et Diana, tous deux au début de la soixantaine, et de ma sœur aînée, Ashley, qui avait 31 ans. Frank dirigeait la quincaillerie familiale depuis plus de 20 ans, luttant contre les grandes surfaces et s'efforçant de rester pertinent dans un monde de plus en plus numérique. Diana aidait à la comptabilité et au service client, mais leurs revenus couvraient à peine les dépenses de base la plupart des mois. Ashley avait enchaîné divers emplois dans la vente au détail depuis le lycée, sans jamais vraiment trouver sa voie. Elle avait essayé de travailler à la quincaillerie, mais s'était heurtée à nos parents sur la modernisation de leur approche. Elle avait également tenté des carrières dans l'immobilier, la vente de cosmétiques, et même un bref passage comme coach personnel, mais rien n'a duré plus d'1 an ou 2. Quand mes revenus ont explosé, j'ai commencé à aider, discrètement. Ça a commencé modestement, en payant un dîner de famille par-ci, en couvrant la réparation de la voiture d'Ashley par-là. Mais à mesure que mon salaire continuait de grimper, mes contributions sont devenues plus importantes et plus fréquentes. Je me souviens du jour où j'ai surpris mes parents en remboursant entièrement leur hypothèque. C'était leur 35e anniversaire de mariage, et j'avais viré le solde restant de 68 000 $ directement sur leur compte. Diana a pleuré en m'appelant, disant que c'était le cadeau le plus généreux que quiconque leur ait jamais fait. Lorsque Frank a eu besoin d'une chirurgie cardiaque d'urgence il y a 2 ans, j'ai couvert l'intégralité de la facture médicale sans hésitation. Même avec l'assurance, les frais non remboursés atteignaient 32 000 $. J'ai viré l'argent à l'hôpital le jour même, m'assurant qu'ils reçoivent le meilleur chirurgien cardiaque de l'Oregon. Les problèmes de voiture d'Ashley sont également devenus ma responsabilité. Quand sa berline de 10 ans a finalement rendu l'âme, je lui ai acheté une Honda Civic fiable, entièrement payée. Quand elle a voulu suivre un cours de photographie, j'ai financé le programme de 2 000 $. Quand elle a eu du mal à payer son loyer pendant une transition professionnelle, j'ai envoyé des paiements mensuels à son propriétaire pendant 4 mois consécutifs. J'ai aussi commencé à envoyer ce que j'appelais des paiements de soutien familial de 3 000 $ par mois sur le compte de mes parents. Ce n'étaient pas des prêts, avec des conditions ou des attentes de remboursement. C'étaient des cadeaux, nés de l'amour, du succès, de la culpabilité, et d'un désir sincère d'améliorer la qualité de vie de ma famille après des années de stress financier. Les vacances en famille sont également devenues mon projet. J'ai planifié et payé des voyages à Yellowstone, sur la côte de l'Oregon, et même une semaine à Hawaï. Voir mes parents se détendre sur une plage sans se soucier de l'argent valait chaque centime dépensé. Mais récemment, j'avais découvert quelque chose qui m'avait profondément secoué. Lors d'une visite à Bend pour un barbecue familial, j'ai surpris mes parents en train de parler à leurs voisins, les Johnson. Diana expliquait comment ils avaient investi dans mon éducation et ma carrière, et comment mon succès était en réalité le fruit de leur planification financière intelligente. Nous avons toujours su que Maxine réussirait, leur a dit fièrement Frank. Nous nous sommes assurés qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin en grandissant, et maintenant elle prend soin de nous, comme nous l'avions prévu. Madame Johnson a demandé si je leur remboursais mes frais de scolarité, et Diana a ri. Oh, c'est bien plus que ça.
Nous sommes comme ses partenaires commerciaux maintenant. Elle reconnaît que son succès n'existerait pas sans nos fondations. Je suis resté figé derrière la fenêtre de la cuisine, les écoutant réécrire l'histoire. Ils présentaient mes cadeaux comme une sorte de retour sur investissement, plutôt que comme des expressions d'amour et de gratitude. À les entendre, ils étaient de brillants stratèges financiers, plutôt que les bénéficiaires reconnaissants de la générosité de leur fille. Cette conversation a planté une graine de doute, qui a grossi de jour en jour. J'ai commencé à me demander si ma famille me voyait comme une personne, avec ma propre vie et mes propres limites, ou simplement comme une ressource à gérer et à maximiser. Le sentiment s'est intensifié quand Ashley a commencé à faire des commentaires sur ma vie facile et sur le fait que tout m'avait été servi sur un plateau. Elle oubliait commodément les années que j'avais passées à étudier, les innombrables nuits blanches à déboguer du code, le stress de la vie en start-up, et les risques que j'avais pris pour construire ma carrière. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. 3 semaines après cette conversation troublante, Ashley m'a appelé avec ce qu'elle a décrit comme une opportunité incroyable. Sa voix pétillait d'excitation alors qu'elle expliquait un programme d'affaires qui la transformerait, soi-disant, en une entrepreneur à succès en quelques mois. Maxine, j'ai trouvé la solution parfaite à tous mes problèmes de carrière, s'est-elle exclamée. Ce coach d'affaires incroyable, Marcus Blackwell, dirige un programme d'accélération exécutive. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour enfin percer et construire quelque chose de significatif. Elle a continué à décrire Marcus comme un entrepreneur en série qui aurait, soi-disant, créé et vendu plusieurs entreprises. Selon Ashley, son programme comprenait des séances de coaching individuelles, un accès à des événements de réseautage exclusifs avec d'autres entrepreneurs à succès, des opportunités de partenariat commercial garanties, et un plan complet pour lancer une entreprise rentable. Le prix, $100 000. Je sais que ça semble beaucoup, a poursuivi Ashley, mais Marcus a expliqué qu'investir en soi-même est le seul moyen de réussir vraiment. De plus, il garantit des résultats en 6 mois, où il rembourse 50% des frais. Des signaux d'alarme ont immédiatement commencé à clignoter dans mon esprit. J'ai demandé à Ashley de m'envoyer plus d'informations sur Marcus et son programme, ce qu'elle a accepté avec empressement. Ce que j'ai découvert lors de mes recherches ce soir-là m'a retourné l'estomac. Le site web de Marcus Blackwell semblait professionnel au premier abord, mais une enquête plus approfondie a révélé des incohérences troublantes. Ses succès commerciaux présumés étaient vagues et invérifiables. Les témoignages sur son site provenaient de personnes dont les noms apparaissaient dans de nombreux autres programmes similaires, dans différents secteurs. J'ai cherché Marcus sur LinkedIn et j'ai trouvé un profil qui n'avait été créé que 18 mois plus tôt. Son expérience antérieure comprenait des passages dans le marketing multiniveau, le coaching immobilier, et quelque chose appelé conseil en manifestation de richesse. Aucune de ces prétendues cessions d'entreprise n'a pu être vérifiée par des registres publics. Le Better Business Bureau avait 16 plaintes contre les diverses entités commerciales de Marcus Blackwell au cours des 3 dernières années. D'anciens participants au programme décrivaient des tactiques de vente agressives, un contenu sans valeur, et des promesses non tenues concernant les opportunités de réseautage et les partenariats commerciaux. Un avis particulièrement détaillé venait d'une femme de Phoenix qui avait payé $80 000 pour un programme similaire. Elle a écrit « Marcus m'a convaincu qu'investir cet argent changerait ma vie. Au lieu de cela, j'ai reçu des conseils commerciaux génériques que j'aurais pu trouver gratuitement en ligne, j'ai assisté à des événements de réseautage avec d'autres personnes qui s'étaient également fait arnaquer, et je n'ai reçu aucun soutien lorsque mes partenariats commerciaux garantis ne se sont jamais matérialisés. Quand j'ai demandé le remboursement partiel qu'il avait promis, il a prétendu que je n'avais pas suivi le programme correctement. J'ai passé des heures à faire des recherches sur Marcus et j'ai découvert qu'il dirigeait des variantes de ce programme coûteux depuis des années, ciblant des personnes désespérées de réussir et prêtes à payer de grosses sommes pour des raccourcis. Il se spécialisait dans la manipulation émotionnelle, utilisant la honte des échecs passés et la peur de manquer des opportunités pour pousser les gens à prendre des décisions rapides. Quand j'ai appelé Ashley le lendemain pour lui faire part de mes inquiétudes, elle s'est immédiatement mise sur la défensive. « Tu ne comprends pas l'entrepreneuriat comme moi », a-t-elle lancé. « Tu as eu de la chance avec ton travail dans la tech, mais moi, je dois créer mon propre chemin. » Marcus m'a spécifiquement dit que les membres de la famille essaient souvent de saboter des programmes comme celui-ci, parce qu'ils sont menacés par le potentiel de croissance de la personne. J'ai réalisé que Marcus avait déjà commencé à monter Ashley contre quiconque pourrait remettre en question son programme. Cela faisait clairement partie de sa stratégie de manipulation. La semaine suivante, la pression familiale s'est intensifiée de manière spectaculaire. Diana m'appelait tous les jours,
parfois plusieurs fois, expliquant à quel point Ashley méritait cette chance après des années de lutte pour trouver sa voie. Elle a présenté mon hésitation comme de l'égoïsme, soulignant l'argent que j'avais et le peu de différence que 100 000 $ ferait sur ma fortune globale. Frank s'est joint à des appels vidéo où il parlait d'Ashley comme de la créative de la famille, qui avait juste besoin de la bonne opportunité pour s'épanouir. Il m'a rappelé toutes les fois où Ashley m'avait soutenu en grandissant, ignorant commodément que nous étions alors des enfants, et qu'il s'agissait maintenant de limites financières entre adultes. La manipulation émotionnelle a atteint de nouveaux sommets quand Ashley a commencé à alterner entre une vulnérabilité larmoyante et des accusations furieuses. Dans ces moments de larmes, elle parlait de se sentir comme une ratée en me voyant réussir si facilement. Dans ces moments de colère, elle m'accusait d'être jalouse de son potentiel et de vouloir la garder dépendante. « Tu ne comprends pas ce que c'est que de lutter comme moi », m'a-t-elle dit lors d'une conversation particulièrement animée. Tout est venu naturellement. Tu as toujours été l'intelligente, celle qui avait de bonnes notes sans essayer. J'ai dû me battre pour tout. Et maintenant que je trouve enfin quelque chose qui pourrait changer ma vie, tu veux le saboter. Elle semblait avoir complètement oublié mes années de semaines de travail de 80 heures, le stress de la vie en start-up, les risques que j'avais pris, et les innombrables nuits que j'avais passées à apprendre de nouvelles technologies pour rester compétitive dans mon domaine. Diana a soutenu le récit d'Ashley, affirmant que j'avais toujours été la chanceuse qui ne comprenait pas la vraie lutte. Elle a commodément oublié mes années de dettes étudiantes, mon petit appartement à manger des nouilles instantanées, et ma lente ascension professionnelle grâce au travail acharné et à des décisions stratégiques. La campagne de pression a culminé lorsque les 3 membres de la famille ont organisé ce qui ressemblait à une intervention, lors d'un appel vidéo. Ils avaient clairement planifié leur approche, se relayant pour présenter des arguments sur les raisons pour lesquelles je devrais financer le programme d'Ashley. Diana a commencé par des appels émotionnels sur la loyauté familiale et le soutien des rêves de chacun. Frank a suivi avec des arguments logiques sur le retour sur investissement et le potentiel de réussite d'Ashley. Ashley a terminé par des attaques personnelles sur mon caractère et des accusations selon lesquelles j'avais oublié d'où je venais. Mais ensuite, Ashley a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. En fait, dit-elle, l'air légèrement embarrassé, j'ai déjà parlé de toi à Marcus lors de ma consultation. Il a été très impressionné quand je lui ai expliqué le succès de ma sœur. J'ai peut-être mentionné que tu serais probablement prête à aider avec l'investissement, puisque tu as toujours soutenu les objectifs familiaux. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement sur moi? Juste que j'ai une sœur qui travaille dans la tech et qui a très bien réussi financièrement, a dit Ashley, essayant de paraître décontractée. Il a dit que c'est courant que les membres de la famille qui ont réussi investissent dans des programmes comme celui-ci, parce qu'ils comprennent la valeur de la formation commerciale. J'ai réalisé qu'Ashley avait essentiellement promis à Marcus que le paiement était assuré par moi. Sans jamais demander mon consentement, ni même m'en informer, elle utilisait mon nom et mon histoire de réussite comme garantie pour sa candidature. La campagne de pression coordonnée de la famille a atteint son paroxysme lors de ce que j'ai compris plus tard être un appel téléphonique soigneusement orchestré, de type intervention. Ils étaient tous les 3 en ligne, présentant un front uni qui montrait clairement qu'ils avaient longuement planifié cette conversation. Diana a commencé par son appel le plus émouvant à ce jour. « Maxine, ma chérie, je veux que tu comprennes à quel point c'est important pour l'avenir d'Ashley. Elle a lutté si longtemps pour trouver sa voie, et c'est enfin sa chance de construire quelque chose de significatif. Nous ne te demandons pas de jeter de l'argent par les fenêtres. Nous te demandons d'investir dans les rêves de ta sœur. » Frank a adopté une approche plus pratique. « Écoute, ma chérie, je sais que 100 000 $ semble beaucoup, mais mettons cela en perspective. Tu gagnes ça tous les 3 mois. Pour Ashley, cela pourrait changer sa vie. C'est la différence entre enfin réussir, ou continuer à lutter pendant des années. » Ashley a visé le point sensible émotionnel. « Maxine, je t'ai vu réussir alors que j'ai échoué dans tout ce que j'ai essayé. Je suis fatigué d'être la déception de la famille. Ce programme pourrait enfin me donner les outils et les relations dont j'ai besoin pour construire quelque chose dont je peux être fier, mais je ne peux pas le faire sans aide. Et tu es la seule personne qui peut rendre cela possible. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement mais fermement. « Je comprends que vous soyez tous excités par cette opportunité, mais j'ai fait des recherches approfondies sur Marcus Blackwell et son programme. Ce que j'ai trouvé est très préoccupant. J'ai expliqué le manque de témoignages vérifiables, le passé douteux de Marcus, les plaintes du Better Business Bureau,
et les multiples signaux d'alarme qui indiquaient qu'il s'agissait probablement d'une arnaque sophistiquée, ciblant les personnes vulnérables. Je n'essaie pas de saboter Ashley, ai-je poursuivi. J'essaie de la protéger de la perte d'une somme d'argent considérable, pour quelque chose qui ne tiendra pas ses promesses. Au lieu d'écouter mes inquiétudes, ils ont complètement balayé mes recherches. Tu es paranoïaque, a dit Diana. Ce n'est pas parce que tu as trouvé quelques critiques négatives que tout le programme est mauvais. Chaque entreprise à succès a des clients mécontents. Ashley s'est agitée. Tu es juste jalouse que je puisse enfin réussir sans ton aide. Tu aimes être la seule à réussir dans la famille, parce que ça te fait te sentir importante. J'ai proposé d'autres formes de soutien, qui aideraient réellement Ashley à acquérir de véritables compétences commerciales. Si tu es sérieuse au sujet de l'entrepreneuriat, je paierai pour que tu suives des cours de commerce au collège communautaire. Je te mettrai en contact avec de vrais mentors de mon réseau professionnel, qui peuvent te fournir de véritables conseils. Je t'aiderai même à financer une petite entreprise, si tu développes un plan d'affaires approprié avec des projections réalistes. La famille a rejeté toutes les alternatives raisonnables que j'ai proposées. Frank a secoué la tête avec dédain. Ashley n'a pas besoin de cours de base de collège communautaire. Elle a besoin d'une formation commerciale de haut niveau, de quelqu'un qui a réellement bâti des entreprises à succès. Diana a ajouté, tes amis mentors sont peut-être des gens sympas, mais ils ne vont pas donner à Ashley le genre de coaching intensif et personnalisé dont elle a besoin pour vraiment transformer son approche des affaires. Ashley a été la plus dédaigneuse de toutes. Je ne veux pas commencer petit avec une petite entreprise. Je veux apprendre à voir grand et à construire quelque chose d'important. Marcus comprend ce genre d'ambition. La conversation s'est envenimée lorsque j'ai révélé que je savais qu'Ashley avait utilisé mon nom sans permission lors de sa candidature. Ashley, tu as parlé de moi et de ma situation financière à Marcus sans demander mon consentement, ai-je dit fermement. Tu as essentiellement promis un paiement en mon nom, ce qui me met dans une position extrêmement inconfortable. Au lieu de s'excuser, Ashley a justifié ses actions. Les membres de la famille sont censés se soutenir automatiquement. Je ne devrais pas avoir à obtenir une permission formelle pour mentionner que ma sœur a réussi. C'est juste bizarre. Diana a immédiatement soutenu Ashley. Maxine, tu es ridicule avec tes histoires de paperasse et de formalités. Bien sûr qu'Ashley a parlé de toi. Nous sommes une famille. Nous parlons les uns des autres. La conversation a atteint un nouveau niveau de choc lorsque Frank a révélé quelque chose que je n'attendais pas en fait, dit-il, l'air quelque peu embarrassé. Nous avons déjà versé un acompte pour garantir la place d'Ashley dans le programme. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire par vous avez versé un acompte? Nous avons emprunté $20 000 sur la maison pour faire le premier paiement, a expliqué Frank. Marcus a expliqué que les places dans le programme se remplissent rapidement, et nous ne voulions pas qu'Ashley manque cette opportunité en attendant que tout soit finalisé. J'ai regardé l'écran, incrédule. Ils avaient mis leur maison en péril en se basant sur leur supposition que je me plierais à leurs exigences. Vous avez hypothéqué votre maison sans même me demander si j'étais prête à aider, ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Nous savions que tu répondrais présente pour la famille, a dit Diana sur la défensive. Tu l'as toujours fait. C'est différent, ai-je répondu. Il s'agit de $100 000 pour un programme que je crois être une arnaque. Et maintenant, vous me dites que vous avez déjà risqué votre maison en vous basant sur des suppositions sur ma volonté de participer. Ashley a sauté, en colère. Tu vois? C'est exactement ce dont Marcus m'a prévenu. Il a dit, les membres de la famille ont souvent peur au dernier moment. Quand il s'agit de vraiment soutenir le succès de quelqu'un, tu te soucies plus de ton argent que de mon avenir. J'ai réalisé que la situation était complètement hors de contrôle. Ma famille avait emprunté sur sa maison, s'était engagée dans un programme que je croyais frauduleux, et me pressait maintenant de les sortir de leurs mauvaises décisions. Je ne paierai pas pour ce programme, ai-je dit clairement et fermement. Je crois que c'est une arnaque, et je ne contribuerai pas à ce qu'Ashley perde cet argent. J'ai proposé des alternatives légitimes que je suis toujours prête à soutenir, mais je ne financerai pas ce que je crois être un système de coaching commercial frauduleux. La ligne téléphonique est restée silencieuse un long moment, avant que les attaques sur mon caractère ne commencent pour de bon. Dès que j'ai fermement refusé de financer le programme d'Ashley, la façade de l'amour familial s'est complètement effondrée. Ce qui a suivi a été un assassinat de caractère qui a révélé comment ma famille me voyait vraiment. Diana a frappé la première,
sa voix devenant froide d'une manière que je n'avais jamais entendue. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue égoïste et ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour t'élever, après tous les sacrifices que nous avons faits pour ton éducation, c'est comme ça que tu nous remercies? En abandonnant ta sœur alors qu'elle a enfin une vraie chance de réussir? Sa réécriture de l'histoire était stupéfiante. Mes parents n'avaient jamais fait de sacrifices inhabituels pour mon éducation. J'avais contracté des prêts étudiants, comme des millions d'autres étudiants. Ils m'avaient offert une éducation de classe moyenne normale, mais rien d'extraordinaire qui justifierait une vie d'obligation financière. Ashley s'est jointe à l'attaque avec de vicieuses accusations personnelles. Tu sais quoi, Maxine? Tu es devenue une personne froide et calculatrice, qui ne se soucie que d'accumuler de l'argent. Tu as eu de la chance avec ton travail, et maintenant tu te crois meilleur que nous tous. Tu veux nous garder dépendants pour te sentir supérieur. Frank a porté ce qui a semblé être le coup de grâce. Si tu n'aides pas ta propre sœur à réussir, alors tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Nous t'avons appris la loyauté familiale et le soutien mutuel, mais tu as oublié ces valeurs depuis que tu as commencé à gagner beaucoup d'argent. Chaque accusation était comme un coup de couteau. Il recadrait mes années de soutien généreux comme étant inadéquates, et mon unique refus de financer ce que je croyais être une arnaque comme la preuve de défauts de caractère fondamentaux. J'ai essayé une fois de plus d'expliquer ma position de manière rationnelle. Il ne s'agit pas de ne pas soutenir Ashley. J'ai proposé de multiples façons de l'aider à acquérir de véritables compétences commerciales et à lancer une entreprise légitime. Je refuse de financer ce programme spécifique parce que je crois qu'il est conçu pour profiter de personnes comme Ashley. Ce n'est qu'une excuse, a rétorqué Ashley. Tu as déjà décidé que j'allais échouer, alors tu me sabotes avant même que je commence. Tu ne supportes pas l'idée que je puisse réellement réussir et ne plus avoir besoin de tes petites aides mensuelles. La conversation a sombré dans le chaos, les trois parlant les uns par-dessus les autres, lançant des accusations et des exigences. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner avec eux. Ils avaient déjà décidé que mon refus de me conformer était la preuve de ma faillite morale, et rien de ce que je pouvais dire ne changerait leur perspective. Finalement, j'en avais assez entendu. Je mets fin à cette conversation maintenant. J'ai clairement exprimé ma position, et je ne changerai pas d'avis. J'espère que vous reconsidérerez les alternatives que j'ai proposées, mais je ne financerai pas le programme de Marcus Blackwell. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise dans mon appartement de Seattle, regardant Elliott Bay tout en digérant ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère et de douleur. En quelques minutes, les SMS ont commencé à arriver. Diana a envoyé le premier, nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies. Tu brises le cœur de ton père. Ashley a suivi avec, j'espère que tu es heureuse de savoir que tu as détruit mes rêves. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le message de Frank était plus long, ta mère et moi sommes dévastés. Nous t'avons élevé pour que tu te soucies de la famille, mais l'argent t'a transformé en quelqu'un que nous ne reconnaissons pas. Ashley pleure, et c'est de ta faute. Mais c'est le dernier SMS de Diana qui a franchi la ligne, de la manipulation à la cruauté, tu es morte pour nous. Ne reviens jamais ramper ici. J'ai immédiatement fait une capture d'écran de ce message, mes mains tremblant alors que je le sauvegardais sur mon téléphone. Après 3 ans à financer discrètement leur vie, après avoir remboursé leur hypothèque, couvert les factures médicales et envoyé des milliers de dollars par mois en soutien, c'est ainsi qu'ils répondaient à ma première limite. Je me suis assise seule dans mon appartement ce soir-là, comprenant enfin la douloureuse vérité sur la dynamique de ma famille. Ils ne m'avaient jamais vu comme une personne, avec ma propre vie, mes objectifs et mes limites. Pour eux, j'étais une ressource à gérer et à exploiter. Mon succès n'était pas quelque chose qu'ils célébraient pour mon bien, c'était quelque chose qu'ils se sentaient en droit de monétiser pour leurs propres bénéfices. La prise de conscience a été dévastatrice. J'avais passé des années à croire que ma générosité renforçait les liens familiaux, mais au lieu de cela, elle avait créé une dynamique où ma valeur se mesurait entièrement à ma volonté de fournir un soutien financier. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches supplémentaires sur Marcus Blackwell et j'ai fait une découverte troublante. En utilisant des techniques de recherche avancées, j'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux et des supports marketing qui révélaient que Marcus avait spécifiquement ciblé des familles ayant des parents prospères. Sa stratégie marketing impliquait des recherches sur les réseaux sociaux pour identifier des victimes potentielles ayant des membres de familles riches. Il élaborait ensuite son approche de recrutement pour faire appel au désir des gens de faire leurs preuves auprès de parents prospères.
Ashley n'a pas été recrutée au hasard pour ce programme. Elle a été délibérément choisie en raison de mon profil professionnel public. Le modèle économique de Marcus était entièrement basé sur l'exploitation des dynamiques familiales et la manipulation des gens pour qu'ils fassent pression sur leurs parents prospères pour obtenir un financement. Il dirigeait essentiellement une arnaque sophistiquée qui utilisait la culpabilité et l'obligation familiale comme principal mécanisme de recouvrement. Cette découverte m'a rendu encore plus certaine d'avoir pris la bonne décision en refusant de financer le programme. Mais elle m'a aussi rempli de rage à l'idée que quelqu'un ait délibérément ciblé ma famille pour les manipuler afin qu'ils me fassent pression pour obtenir de l'argent. J'ai réalisé que je devais prendre des mesures décisives, non seulement pour ma propre protection, mais aussi potentiellement pour aider d'autres familles qui pourraient être confrontées à une manipulation similaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le texto cruel de ma mère avait été la goutte d'eau. Mais plus que cela, ça avait été une révélation. Après des années de dons généreux, motivés par l'amour et la loyauté familiale, j'ai enfin compris que ma famille ne me voyait pas comme une fille et une sœur, mais comme une ressource financière à gérer. J'ai pris une décision qui m'a semblé à la fois dévastatrice et libératrice, j'allais couper tout soutien financier immédiatement. Mon premier appel a été pour ma banque. J'ai annulé tous les paiements automatiques, les virements permanents et les transactions programmées qui impliquaient ma famille. Les paiements de l'hypothèque que je couvrais pour mes parents, les paiements mensuels de $3000 de soutien familial, les paiements automatiques des primes d'assurance maladie complémentaires de mon père, les paiements de l'assurance auto pour la Honda d'Ashley, tout s'est arrêté ce matin-là. En passant en revue les annulations avec mon conseiller bancaire, j'ai calculé l'étendue de mon soutien financier au cours des 3 dernières années. Les chiffres étaient stupéfiants. Paiement de l'hypothèque, $72 000 sur 3 ans, plus le remboursement unique de $68 000 que j'avais fait pour leur anniversaire. Facture médicale, $32 000 pour l'opération du cœur de mon père, plus environ $18 000 de quote-part de médicaments et de primes d'assurance complémentaires. Soutien familial mensuel, $108 000 sur 3 ans. La voiture d'Ashley, $22 000 pour la Honda Civic. Divers cours, programme et soutien d'urgence pour Ashley, environ $15 000. Vacances en famille que j'avais planifiées et financées, $28 000. Réparation et amélioration de la maison que j'avais couverte, $12 000. Le total dépassait les $300 000 en 3 ans. J'avais essentiellement fourni à ma famille un soutien de style de vie supplémentaire de $100 000 par an, et ils en étaient venus à considérer cela comme leur base normale, plutôt que comme une générosité extraordinaire. Mon deuxième appel a été pour ma comptable, Sarah, qui gérait mes impôts et ma planification financière depuis l'acquisition de ma start-up. J'avais besoin de comprendre les implications fiscales de mes dons passés et de planifier l'avenir. Maxine, a dit Sarah après que je lui ai expliqué la situation, je ne suis pas surprise que cela soit devenu un problème. Lorsque nous avons discuté de votre soutien familial par le passé, j'étais préoccupé par le précédent que vous créiez. $300 000 en 3 ans, c'est un transfert de richesse substantiel, et il semble que votre famille n'ait jamais compris qu'il s'agissait de cadeaux plutôt que de droits. Sarah a également souligné quelque chose que je n'avais pas envisagé. Ma famille n'avait jamais déclaré aucun de mes soutiens comme revenus sur leur déclaration d'impôt, malgré les montants substantiels. Cela créait des complications juridiques et fiscales potentielles que je devais documenter soigneusement pour me protéger. Vous devez établir des limites claires à l'avenir, m'a-t-elle conseillé. Si vous décidez de fournir un soutien familial à l'avenir, il doit être structuré correctement, avec une documentation claire indiquant s'il s'agit d'un cadeau ou d'un prêt. Mon troisième appel a été pour mon avocat, Michael, qui s'occupait de mes contrats commerciaux et de ma planification successorale. Je voulais des conseils juridiques sur la manière de me protéger des retombées potentielles et de documenter le traitement de ma générosité passée par ma famille. Michael a été direct. Compte tenu des montants en jeu et de leur réponse hostile à votre établissement de limites, vous devez vous protéger. Conservez toutes les communications de votre famille. Documentez tout ce qu'ils ont dit sur l'attente d'un soutien continu. S'ils essaient de prétendre que vos dons passés étaient en fait des prêts ou des investissements, vous aurez besoin de preuves de la nature réelle de ces transactions. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches plus approfondies sur Marcus Blackwell et j'ai découvert des informations encore plus troublantes. Des sites web de protection des consommateurs ont révélé des plaintes dans plusieurs États, avec des pertes totales déclarées dépassant les $2 millions, à travers diverses versions de ces programmes. J'ai contacté la Commission fédérale du commerce pour déposer une plainte et j'ai appris qu'ils enquêtaient déjà sur les opérations de Marcus,
sur la base de plusieurs rapports de consommateurs. Ma documentation sur la manière dont Ashley avait été ciblée spécifiquement en raison de mon profil financier serait une preuve précieuse pour leur dossier. Ce soir-là, j'ai contacté mon réseau professionnel pour obtenir un soutien émotionnel. Ma mentor, Janet, qui avait joué un rôle déterminant dans mon développement de carrière, a écouté toute l'histoire avant de partager sa propre expérience. Il y a 10 ans, mon frère m'a fait pression pour que j'investisse 50 000 $ dans son idée de restaurant, m'a dit Janet. Quand j'ai demandé un plan d'affaires, il m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Quand j'ai demandé des conditions de prêt, il a dit que j'étais avare. Il m'a fallu trop de temps pour réaliser que mon succès faisait de moi une cible pour les membres de la famille qui voulaient des raccourcis vers la richesse sans faire le travail. La perspective de Janet m'a aidé à comprendre que ma situation n'était pas unique. Les personnes qui réussissent sont souvent confrontées à la pression de membres de leur famille qui voient leurs réalisations comme des ressources à partager, plutôt que comme des accomplissements personnels à célébrer. Mon collègue David a partagé une histoire similaire, sur sa sœur qui s'attendait à ce qu'il finance ses études supérieures parce qu'il avait été promu à un poste d'ingénieur senior. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, a dit David, c'est que permettre un comportement financièrement irresponsable chez les membres de la famille ne les aide pas à grandir. En fait, cela les empêche de développer les compétences et la discipline dont ils ont besoin pour créer leur propre succès. Mais la découverte la plus choquante est venue lorsque j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur l'activité d'Ashley sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Au cours des 6 derniers mois, Ashley avait publié des photos sur Instagram et Facebook qui créaient un récit complètement faux de sa vie. Elle avait utilisé des photos de vacances en famille que j'avais financées, publié des photos de la voiture que je lui avais achetée, et même partagé des images de mon appartement de Seattle prises lors de ses visites. Les légendes racontaient une histoire de son propre succès et de sa propre réussite. Elle avait publié une photo d'elle dans la Honda avec la légende « Le travail acharné paie. J'ai enfin la voiture de mes rêves ». Elle a partagé des photos de vacances de notre voyage à Hawaï avec « Je vis ma meilleure vie ». Tellement reconnaissante pour tout mon succès cette année. Le plus troublant, ce sont les publications où elle avait utilisé des photos de mon appartement et de mon style de vie pour se promouvoir auprès de ses amis. Elle avait pris des photos de ma vue sur Elliott Bay et les avait publiées avec des légendes comme « Je viens de conclure une grosse affaire. Il est temps de célébrer avec cette vue incroyable ». Elle avait photographié mon bureau à domicile et l'avait publié comme son propre espace de travail. Ashley s'était attribué le mérite de mes réalisations et de mon style de vie, tout en me dénigrant en privé auprès de mes parents. Elle s'était construit une fausse image publique basée sur mon succès, puis utilisait cette fausse image pour justifier sa conviction qu'elle méritait d'avoir accès à mes ressources financières. Cette découverte a renforcé ma décision de couper complètement le soutien. Ma famille n'avait pas seulement pris ma générosité pour acquise, ils avaient activement déformé mes dons comme leur propre réalisation, tout en complotant pour extraire encore plus d'argent pour des projets douteux. J'ai réalisé que maintenir mes limites n'était pas cruel. C'était nécessaire, à la fois pour ma protection et pour leur éventuelle croissance en tant qu'adulte responsable. La réalité financière a frappé ma famille plus vite que je ne l'avais prévu. 10 jours après avoir coupé leur soutien, le style de vie soigneusement construit que j'avais financé a commencé à s'effondrer. La première crise est survenue lorsque leur paiement hypothécaire a été rejeté. Mes parents s'étaient tellement habitués à mes paiements automatiques qu'ils n'avaient pas budgétisé cette dépense dans leur planification mensuelle. La banque a immédiatement appelé Frank à propos du paiement manqué, déclenchant des frais de retard de 25 $ et une marque sur leur dossier de crédit. Les médicaments sur ordonnance de Frank sont devenus la deuxième urgence. J'avais couvert ses primes d'assurance maladie complémentaire qui réduisaient considérablement ses frais non remboursés pour ses médicaments pour le cœur. Sans cette couverture, ses dépenses mensuelles de médicaments sont passées de 75 à plus de 400 $. La quincaillerie a connu sa propre crise de trésorerie en 2 semaines. Sans le savoir, j'avais fourni un soutien financier en coulisses qui permettait à mes parents de maintenir leur niveau de stock et de payer leurs fournisseurs à temps. Mes paiements de soutien mensuels de 3 000 $ avaient discrètement subventionné les coûts de fonctionnement du magasin pendant des années. Diana a appelé en premier, essayant de se réconcilier sans reconnaître aucune faute. Sa voix était soigneusement contrôlée, mais je pouvais entendre la panique en dessous. « Maxine, ma chérie, je pense que nous devons parler. Je sais que nous avons eu des mots vifs lors de notre dernière conversation, mais je pense qu'il y a eu des malentendus des deux côtés. Ton père et moi avons parlé, et nous avons réalisé que nous avions peut-être été trop insistants à propos du programme d'Ashley.
Elle a soigneusement évité de mentionner son texto me disant que j'étais morte pour eux. Au lieu de cela, elle a essayé de présenter le conflit comme un simple malentendu qui pouvait être facilement résolu. Je pense que nous nous sommes tous un peu emportés, a-t-elle poursuivi. Mais la famille, c'est la famille, et nous devons surmonter nos désaccords. Peut-être que nous pouvons trouver un terrain d'entente qui convienne à tout le monde. J'ai répondu calmement mais fermement. Le texto que tu m'as envoyé, me disant que j'étais morte pour toi, n'a pas été envoyé dans le feu d'une conversation passionnée. Tu as eu le temps de réfléchir à ces mots avant de les taper et de les envoyer. Ce message a révélé ce que tu ressens vraiment à mon égard lorsque je ne me plie pas à tes exigences financières. Diana a essayé de faire marche arrière. Oh, ma chérie, tu sais que je ne le pensais pas littéralement. J'étais juste contrarié et j'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Les parents disent parfois des choses sous le coup de la colère qui ne reflètent pas leurs vrais sentiments. En fait, ai-je répondu, je pense que la colère révèle la vérité. Quand les gens sont en colère, ils arrêtent de filtrer leurs vraies pensées et leurs vrais sentiments. Ton message m'a dit exactement comment tu vois notre relation et mon rôle dans cette famille. L'appel s'est terminé avec Diana promettant de réfléchir à tout et suggérant que nous reparlions bientôt. Mais je pouvais entendre le désespoir dans sa voix alors qu'elle réalisait que je ne retournais pas immédiatement à mon rôle de financier de la famille. La situation d'Ashley s'est détériorée encore plus rapidement. Marcus Blackwell lui avait donné 30 jours pour fournir les $80 000 restants, ou perdre sa place dans le programme et renoncer à la compte de $20 000 que mes parents avaient emprunté sur leur maison. Ashley m'a appelé 3 fois en un jour, alternant entre différentes approches émotionnelles. Son premier appel était colérique et accusateur, me reprochant de saboter ses rêves et de détruire son avenir. Son deuxième appel était larmoyant et suppliant, me priant de reconsidérer et de l'aider à sauver l'opportunité. Son troisième appel était désespéré, offrant de signer des documents de prêt et promettant de me rembourser avec intérêt une fois que le programme aurait lancé son entreprise à succès. Je n'ai répondu à aucun de ces appels, mais ces messages vocaux ont révélé la progression de sa panique. Au troisième message, elle sanglotait et admettait qu'elle avait commencé à avoir des doutes sur le programme de Marcus. Après l'avoir recherché plus en profondeur, j'ai trouvé des choses en ligne qui m'ont inquiété, a-t-elle dit en larmes. Peut-être que tu avais raison sur le fait qu'il était douteux, mais maintenant, nous avons déjà emprunté de l'argent sur la maison, et si je ne termine pas le programme, maman et papa pourraient perdre leur maison. Je ne sais pas quoi faire. Frank s'est retrouvé aux urgences 3 semaines après que j'ai coupé le soutien, mais pas pour les raisons que Diana a essayé de prétendre. Elle m'a appelé de l'hôpital, sanglotant sur la façon dont mon abandon avait provoqué une autre crise cardiaque à Frank, à cause du stress. J'ai appelé directement l'hôpital pour vérifier son état et j'ai appris la vérité de son médecin traitant. Frank avait eu une crise de panique, pas un événement cardiaque. Son cœur allait bien, mais son anxiété face à la situation financière de la famille avait déclenché des symptômes qui imitaient des problèmes cardiaques. Le docteur Martinez a expliqué que l'assurance de Frank, via Medicare et sa police complémentaire, couvrait tous les frais des urgences. Il n'y avait pas de factures médicales imprévues ou de crise financière liée à ses soins de santé. La crise de panique était purement liée au stress émotionnel, pas à des problèmes cardiaques physiques. La tentative de Diana de me blâmer pour l'urgence médicale de Frank a échoué lorsque je l'ai confronté avec les informations médicales réelles. Le médecin de Frank a expliqué que c'était une crise de panique causée par l'anxiété, pas un problème cardiaque causé par mes décisions financières, lui ai-je dit. Tu as essayé de me manipuler en me faisant croire que mes limites avaient mis sa santé en danger, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le développement le plus spectaculaire est survenu lorsque j'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Est-ce que c'est Maxine, a demandé la femme. Je m'appelle Jennifer Walsh, et je pense que nous devons parler. Ma famille a été escroquée par le même homme qui a ciblé votre sœur. Jennifer a expliqué que sa fille avait été recrutée pour le programme de Marcus Blackwell en utilisant des tactiques identiques. Sa fille avait mentionné l'entreprise immobilière prospère de sa mère lors de la consultation initiale, et Marcus l'avait spécifiquement encouragé à approcher Jennifer pour un financement. Quand ma fille m'a demandé $60 000 pour ce programme, quelque chose n'allait pas, a poursuivi Jennifer. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Marcus Blackwell, et ce que nous avons trouvé était terrifiant. Cet homme dirige ses arnaques depuis des années, ciblant délibérément les personnes qui ont des membres de familles prospères. Le détective de Jennifer avait découvert toute l'opération de Marcus. Il tenait des profils détaillés sur les réseaux sociaux des victimes potentielles et des membres de leur famille,
cartographiant les relations financières et identifiant les points de pression émotionnelle les plus efficaces à exploiter. Votre sœur n'a pas été recrutée au hasard, m'a dit Jennifer. Marcus l'a spécifiquement ciblée parce que ses recherches indiquaient qu'elle avait une sœur riche dans la tech. Il a probablement passé des semaines à étudier votre profil professionnel public avant d'approcher Ashley. La révélation la plus choquante a été que Marcus avait déjà disparu avec l'argent de tout le monde. Le détective de Jennifer avait suivi plusieurs plaintes auprès du FBI, et Marcus s'était enfui du pays avec plus de 2 millions de dollars, collectés auprès de familles de 3 États. L'acompte de 20 000 $ d'Ashley avait disparu pour toujours, ainsi que l'argent de dizaines d'autres familles qui avaient été manipulées en croyant aux promesses de Marcus sur un succès commercial garanti. Quand j'ai partagé cette information avec Ashley, elle s'est finalement effondrée et a admis la vérité sur sa situation. Je sais que c'était un escroc, a-t-elle sangloté. Je l'ai compris il y a 2 semaines quand j'ai essayé de contacter son bureau et que j'ai découvert que c'était juste un espace de location temporaire, mais j'avais trop honte d'admettre que je m'étais fait avoir, et j'étais terrifié par ce qui arriverait à la maison de maman et papa avec le prêt qu'ils ont contracté. L'ampleur de la crise financière de la famille est finalement devenue claire. Ils étaient confrontés à une procédure de saisie sur leur maison, en raison de la 2e hypothèque qu'ils avaient contractée pour l'acompte d'Ashley. La quincaillerie était en retard sur les paiements des fournisseurs et risquait une saisie de ses stocks. Les coûts des médicaments sur ordonnance de Frank mettaient à rude épreuve leur budget mensuel. Mais au lieu de venir me voir directement, avec une reconnaissance honnête de leurs erreurs, ils ont commencé à envoyer ce que j'ai reconnu comme des singes volants pour me faire pression afin que je reprenne le soutien financier. Ma tante Carole a appelé pour me faire la morale sur la loyauté familiale. Mon cousin Brad a envoyé un long texto sur le pardon et les secondes chances. Même Madame Johnson, la voisine qui avait entendu mes parents se vanter de leur investissement dans mon succès, a appelé pour suggérer que je reconsidère ma décision d'abandonner ma famille pendant leur période de besoin. Chaque singe volant avait clairement reçu un scénario spécifique sur mon égoïsme et les circonstances désespérées de ma famille, mais aucun d'entre eux n'avait été informé de la vérité sur mes années de soutien généreux, ou sur le traitement cruel que j'avais reçu lorsque j'avais essayé de fixer des limites face à des arnaques évidentes. J'ai réalisé que ma famille essayait toujours de me manipuler pour que je me plie à leurs exigences, plutôt que de prendre la responsabilité de leurs mauvaises décisions et de s'excuser pour leur traitement envers moi. Mais je savais aussi que leur crise financière atteignait un point où ils pourraient réellement faire face à de graves conséquences, comme la perte de leur maison. J'allais devoir prendre une décision sur le maintien de mes limites, même si cela signifiait les regarder vivre de réelles difficultés. Le dernier chapitre de ce drame familial a commencé lorsque j'ai reçu un appel inattendu de l'agente Sarah Chen, de la Commission fédérale du commerce. Ma plainte concernant Marcus Blackwell avait contribué à une enquête fédérale majeure, qui était prête à passer à la phase de poursuite. Mademoiselle Maxine, votre documentation sur la manière dont Monsieur Blackwell a spécifiquement ciblé votre famille a été une preuve cruciale dans la constitution de notre dossier, a expliqué l'agente Chen. Nous avons identifié plus de 40 familles dans 6 États qui ont été victimes de son opération, avec des pertes totales dépassant les 2,8 millions de dollars. L'enquête avait mis au jour le système sophistiqué de Marcus pour identifier et manipuler les victimes. Il tenait des bases de données détaillées de cibles potentielles, y compris la surveillance des réseaux sociaux, des recherches dans les registres publics, et même des services d'abonnement qui fournissaient des informations financières sur les familles. Votre sœur a été sélectionnée spécifiquement parce que notre analyse des dossiers de Monsieur Blackwell montre qu'il avait passé un temps considérable à rechercher votre parcours professionnel et votre présence sur les réseaux sociaux, a poursuivi l'agente Chen. Il savait exactement combien d'argent vous gagnez probablement et a élaboré son approche d'Ashley spécifiquement pour exploiter votre relation familiale. L'agente Chen m'a demandé si j'étais prête à témoigner lors des audiences fédérales. Mon témoignage sur les tactiques de ciblage de Marcus et les stratégies de manipulation familiale qu'il employait pourrait aider à obtenir des condamnations et à récupérer des actifs pour d'autres victimes. J'ai accepté immédiatement. Parler à ces audiences est devenu l'une des expériences les plus valorisantes de ma vie. Assise devant des procureurs fédéraux et décrivant comment Marcus avait délibérément instrumentalisé la culpabilité familiale pour extorquer de l'argent à des parents prospères m'a aidé à réaliser que ma famille avait aussi été victime, même si leur traitement envers moi avait été inexcusable. 6 semaines après mon témoignage, Marcus Blackwell et 3 de ses associés ont été arrêtés au Costa Rica et extradés pour faire face à des accusations de fraude fédérale. La saisie d'actifs a permis de récupérer environ 1,2 million de dollars qui seraient répartis entre les victimes, bien que la plupart des familles ne récupéreraient qu'une fraction de leurs pertes. Pendant ce temps, la crise financière de ma famille a atteint un point critique.
L'avis de saisie est arrivé pour leur maison, leur donnant 60 jours pour mettre leur hypothèque à jour ou faire face à une procédure d'expulsion. Au lieu de me contacter directement, ils ont continué à essayer de me manipuler par l'intermédiaire d'intermédiaires. Mais leur stratégie s'est retournée contre lorsque ma tante Carole a révélé plus qu'elle ne le voulait lors d'un de ses appels de pression. Maxine, je sais que ta famille a dit des choses blessantes, mais tu dois comprendre à quel point ils sont désespérés, a dit Carole. Ta mère m'a dit qu'elle avait des crises de panique à l'idée de perdre la maison. Ton père a parlé de déclarer faillite. Ils ont fait des erreurs, mais ils souffrent maintenant. Puis Carole a dit quelque chose qui m'a glacé. Je sais qu'ils ont été trop fiers pour le demander directement, mais ils ont besoin de ton aide pour sauver leur maison. Diana m'a dit que si tu ne les aides pas, ils devront probablement emménager avec Ashley, mais elle vit chez des amis depuis la fin de son bail. J'ai réalisé que ma famille avait menti à ces singes volants sur leur niveau de désespoir et de besoin. Ashley ne maintenait même pas son propre logement, mais il se présentait comme ayant des options et des alternatives si je ne fournissais pas de soutien. En enquêtant davantage, j'ai découvert qu'Ashley avait été expulsée de son appartement 2 mois plus tôt pour non-paiement du loyer. Elle avait vécu chez différents amis, cachant son statut de sans-abri à la famille. Tout le récit de son succès commercial potentiel et de son besoin d'argent pour le programme de Marcus avait été une couverture élaborée pour ses besoins de survie de base. Cette révélation a clarifié quelque chose d'important pour moi. Les problèmes de ma famille n'étaient pas réellement causés par mon refus de financer le programme d'arnaque d'Ashley. Ils se dirigeaient vers cette crise financière depuis des années, et mon soutien avait masqué leurs problèmes sous-jacents de gestion de l'argent. Plutôt que de les résoudre, j'ai décidé d'offrir de l'aide, mais avec des conditions complètement différentes de tout ce que j'avais fourni auparavant. J'ai appelé mes parents et Ashley pour une vidéoconférence et j'ai exposé clairement mes conditions. Je suis prête à vous aider à ne pas perdre la maison, mais mon aide est assortie d'exigences non négociables, ai-je commencé. Premièrement, vous assisterez tous les 3 à des séances de thérapie familiale, axées spécifiquement sur les limites financières et la communication. Deuxièmement, Ashley s'inscrira à de véritables cours de commerce au collège communautaire, au lieu de poursuivre des combines pour devenir riche rapidement. Troisièmement, toute aide financière que je fournirai à l'avenir sera structurée comme des prêts formels, avec des accords écrits, des échéanciers de paiement et des conditions claires. J'ai poursuivi, quatrièmement, j'ai besoin d'excuses écrites de chacun de vous, reconnaissant que votre traitement envers moi a été inapproprié et blessant. Je n'exige pas cela pour être cruel. Je l'exige parce que j'ai besoin de savoir que vous comprenez ce qui n'allait pas dans notre relation avant d'être prête à la reconstruire. La réaction initiale de Diana a été prévisiblement défensive. Maxine, tu es vindicative. Nous sommes au bord de la rue, et tu parles de thérapie et de paperasse. Ce n'est pas le moment pour des conditions et des exigences compliquées. Ashley a été plus directe dans sa colère. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu aimes nous voir supplier et sauter à travers des cerceaux. C'est ta vengeance pour avoir remis en question ta décision sur le programme d'affaires. Mais Frank m'a surprise en répondant différemment. Peut-être que nous avons besoin de thérapie, a-t-il dit doucement. Peut-être que nous nous sommes tellement habitués à l'aide de Maxime que nous avons cessé de l'apprécier et avons commencé à l'attendre. Je ne veux pas perdre notre maison, mais je ne veux pas non plus perdre ma fille. La réponse de Frank a ouvert la porte à une véritable conversation. Au cours des jours suivants, chaque membre de la famille a accepté mes conditions, à sa manière. Diana a été la dernière à céder, insistant initialement sur le fait que la thérapie n'était pas nécessaire et que nous pouvions régler nos problèmes au sein de la famille. Mais face à la réalité de la saisie et au soutien de Frank pour mes exigences, elle a finalement accepté. La percée d'Ashley est venue lorsqu'elle a finalement admis toute l'étendue de sa situation. J'ai menti sur tout, a-t-elle avoué lors de notre prochain appel. J'ai été expulsé il y a 2 mois. J'ai dormi sur les canapés d'amis et j'avais trop honte de vous le dire, à toi et à papa. Le programme d'affaires n'était pas vraiment une question de succès. J'étais désespéré et j'ai pensé que Marcus pourrait peut-être m'aider à trouver un moyen de gagner de l'argent rapidement. Son honnêteté a été la première communication authentique que j'ai reçue d'un membre de la famille depuis le début de cette crise. Les excuses écrites qui sont arrivées la semaine suivante ont été plus significatives que je ne l'avais prévu. Diana a reconnu que ces textos me disant que j'étais morte pour eux avaient été cruels et injustes. Frank a admis qu'ils avaient pris ma générosité pour acquise et avaient cessé de me voir comme une personne avec mes propres besoins et limites. Ashley a écrit une lettre particulièrement réfléchie,
reconnaissant son rôle dans la création du conflit familial et exprimant un remords sincère pour avoir utilisé mes réalisations pour construire sa fausse image sur les réseaux sociaux. J'ai fourni un prêt de 40 000 $ pour mettre leur hypothèque à jour et éviter la saisie. Mais cette fois, nous avions des documents de prêt formels préparés par mon avocat, avec des exigences de paiement mensuel et des conséquences claires en cas de défaut. Ashley s'est inscrite à des cours d'administration des affaires au collège communautaire, et je l'ai mise en contact avec 2 mentors légitimes de mon réseau professionnel, spécialisés dans l'aide au développement de plans de carrière réalistes. Les séances de thérapie familiale ont commencé 3 semaines plus tard avec le docteur Amanda Foster, spécialisée dans les dynamiques financières familiales. Les premières séances ont été difficiles, avec beaucoup de comportements défensifs et de reproches, mais progressivement, nous avons commencé à développer des modèles de communication plus sains et des limites plus claires. 6 mois plus tard, Ashley a terminé son premier semestre avec une moyenne de 3,7 et a élaboré un plan d'affaires réaliste pour une petite boutique en ligne spécialisée dans les vêtements vintage. Au lieu de demander un investissement important en une seule fois, elle a demandé un prêt structuré pour petites entreprises, afin d'acheter son inventaire initial. Frank et Diana avaient effectué leurs 3 premiers paiements mensuels dans les délais et travaillaient activement à améliorer la rentabilité de la quincaillerie, au lieu de supposer que je subventionnerais indéfiniment leurs opérations. Plus important encore, nos relations s'étaient transformées en quelque chose de plus sain. Au lieu d'être considéré comme une ressource à gérer, j'étais maintenant traité comme un membre de la famille, avec sa propre vie, ses objectifs et ses limites qui méritaient le respect. Les poursuites fédérales contre Marcus Blackwell se sont conclues par sa condamnation pour plusieurs chefs d'accusation de fraude et de complot. Il a reçu une peine de 8 ans de prison, et le programme de recouvrement d'actifs a restitué 11 000 $ à ma famille, compensant partiellement leur perte due à l'arnaque. En repensant à cette expérience 2 ans plus tard, j'ai réalisé que couper le soutien financier était la meilleure décision que j'aurais pu prendre pour toutes les personnes concernées. Ma famille a dû faire face aux conséquences réelles de ses choix financiers et développer de véritables compétences de résolution de problèmes, au lieu de compter sur mon portefeuille pour régler leurs erreurs. Mais plus encore, ils ont dû affronter la manière dont leur traitement envers moi avait endommagé nos relations. Les séances de thérapie les ont forcés à reconnaître que l'amour et la loyauté ne peuvent pas se mesurer en dollars, et que ma valeur en tant que membre de la famille n'était pas déterminée par ma volonté de financer leurs rêves et leurs combines. L'entreprise de boutique d'Ashley a connu une croissance constante, et elle a récemment embauché son premier employé à temps partiel. Elle effectue ses remboursements de prêts mensuels fidèlement et n'a jamais demandé de financement supplémentaire au-delà de notre accord initial. Plus important encore, elle parle de ses réalisations avec une fierté sincère, au lieu de la fausse bravade qui caractérisait ses publications sur les réseaux sociaux pendant la crise. Mes parents sont devenus vraiment reconnaissants du soutien que je fournis, plutôt que de le traiter comme un droit. Ils demandent de l'aide avec respect, acceptent mes décisions avec grâce lorsque je refuse des demandes, et ont reconstruit leur relation avec moi sur la base du respect mutuel, plutôt que de l'obligation financière. L'expérience m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les membres de sa famille est de les laisser vivre les conséquences de leurs choix. Permettre l'irresponsabilité financière n'aide personne à grandir. Et se laisser traiter comme une ressource plutôt que comme une personne endommage les relations d'une manière que l'argent ne peut réparer. Les vraies relations familiales sont bâties sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. L'argent ne devrait jamais être la principale monnaie d'échange des liens familiaux, et le succès devrait être célébré pour la personne qui l'a atteint, pas exploité comme une ressource à laquelle tout le monde a accès. Si vous avez déjà été confronté à la pression de membres de votre famille qui voient votre succès comme leur dû plutôt que comme votre accomplissement, souvenez-vous que fixer des limites n'est ni cruel ni égoïste. C'est nécessaire pour maintenir des relations basées sur un soin sincère, plutôt que sur l'exploitation financière. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas vos décisions financières? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Veuillez aimer cette histoire si elle a résonné avec vos propres dynamiques familiales. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur l'établissement de limites et la protection contre la manipulation. Et partagez-la avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de dire non à des demandes financières familiales qui ne semblent pas justes. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous aidera à naviguer dans vos propres relations familiales avec confiance et clarté. Souvenez-vous que votre succès vous appartient, et que c'est à vous de décider comment et quand le partager avec les autres.